Un invité spécial au cours de cette émission, Samy Badibangan Tita. Qui est Samy Badibangan Tita? Homme d'affaires dans le secteur minier, puis député, il fut Premier ministre du 17 novembre 2016 au 17 mai 2017. L'occasion pour les Congolais d'apprendre à mieux connaître un homme de conviction, progressiste, qui, jusqu'à 2011, avait effectué toute sa carrière dans le secteur privé. Beaucoup de personnes ont connu Samy Badibangan à l'issue des élections législatives de 2011, pendant lesquelles il a été candidat sur la liste UDPS Tshisekedi dans la circonscription de Mont-Amba, Kinshasa 3 à Kinshasa. Ngai, candidat Nabino numéro 1153 na Mont-Amba, Badibangan Tita Samy na kosunga président Tshisekedi na parlement. Ce n'est pas cette élection qui marque son arrivée sur la scène politique, car depuis 1992, Samy Badibangan a été le premier bailleur de l'UDPS. Lorsque l'UDPS a été obligé de quitter la résidence de Frédéric Kibasa Maliba, son premier président, pour se trouver une permanence. C'est Badibangan qui a offert cette permanence-là en tant que bailleur. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cet ancien consultant du secteur minier à se lancer en politique? L'influence d'un père qui fut sénateur puis ministre? Certainement. Mais c'est surtout sa rencontre dans sa jeunesse avec l'opposant historique au pouvoir congolais Étienne Tshisekedi qui marquera un tournant. Une rencontre à l'origine de son orientation politique démocrate et socialiste. Un homme d'affaires est avant tout un citoyen qui a des droits et des devoirs. Et les hommes d'affaires le savent très bien qu'arrivé à un certain niveau, vous côtoyez au quotidien les politiques. Et donc, devant certaines déceptions, je me suis décidé de m'engager en politique pour lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption, le clientélisme, pour l'état de droit. Et par mes principes et mes convictions, je me trouvais plutôt plus proche d'Étienne Tshisekedi que je connaissais depuis belle lurette, et donc j'ai préféré m'associer à l'UDPS et à Étienne Tshisekedi. En 2011, après plusieurs années de collaboration dans l'ombre, Étienne Tshisekedi à la tête du principal parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le nomme au poste de conseiller spécial. Il est alors chargé de la stratégie diplomatique et de la communication au sein de la campagne électorale de celui que l'on surnomme affectueusement le leader Maximo. Il a commencé par organiser une grande interview dans Jeune Afrique pour lancer la campagne électorale. Et juste après, il a négocié une interview à France 24. Ce sont ces deux interviews qui ont servi de lancement à la campagne électorale d'Étienne Tshisekedi. Moi, président, je m'engage à instaurer un véritable état de droit et à mener une lutte quotidienne et acharnée contre la corruption et les antivaleurs. Par la suite, il a amené à négocier pour lui un entretien avec le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon. C'est lui qui a conçu et payé les affiches avec le slogan « Le peuple d'abord » que nous avons pu voir ici à Kinshasa. C'est lui qui s'est occupé de la location des avions, de la logistique, de tout ce que nous savons. Mais Samy Badibangan fait bien plus. Il met son impressionnant carnet d'adresses au service de l'UDPS. Étienne Tshisekedi a gagné une partie de sa popularité internationale grâce à Samy Badibangan. Il a négocié pour lui beaucoup de moyens dans le milieu industriel. C'est lui-même qui lui a fait entrer à la Maison Blanche, dans beaucoup de milieux qui étaient très fermés parce que Tshisekedi était plus au niveau national. Étienne Tshisekedi m'avait donné la responsabilité de m'occuper de sa communication, de sa diplomatie, de la stratégie. Je mettais à contribution mon carnet d'adresses et les finances, bien évidemment. Une campagne présidentielle, ça coûte cher. Les élections législatives de novembre 2011 permettent l'émergence de nouveaux talents au sein du parti, parmi lesquels Samy Badibangan.
Mais le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, soupçonnant des fraudes et dénonçant des violences, les considère comme nuls et décide de ne pas reconnaître leurs résultats. Il répondait à une question d'un journaliste au cours d'une conférence de presse et il avait déclaré avoir annulé plutôt les élections. Vous savez qu'un président de la République, même lorsqu'il tient son impérium à pleine main, n'a pas le droit d'annuler les élections. Même la CENI elle-même qui les a organisées n'a pas le droit de les annuler. Il n'y a que la justice seule qui peut annuler les élections. Donc une annulation des élections venant du président Tshisekedi n'a pas d'effet. Vous constatez, en plus, l'Assemblée nationale a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Il avait été induit en erreur parce qu'il ne pouvait pas annuler les élections. Ce droit d'annulation des élections n'était réservé qu'à la Cour suprême à l'époque. Et en plus de cela, il y avait eu 2 élections le même jour, 2 votes le même jour, au même moment, j'allais même dire à la même minute. Comment expliquer qu'on pouvait annuler les élections législatives et dire pour les élections présidentielles qu'il y avait un vainqueur? Une quarantaine de députés décident toutefois de siéger. Selon eux, l'interdiction qui leur est faite d'occuper leur siège à l'Assemblée nationale n'émane d'aucun organe habilité au sein de l'UDPS. Ils considèrent aussi leur élection comme crédible et souhaitent respecter les électeurs qui leur ont fait confiance pour les représenter. Si l'UDPS a pu, dès le début, tenir, c'est parce que ceux qui étaient à la base de l'UDPS étaient des parlementaires. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on n'accepte pas que nous ayons des membres du parti qui sont au Parlement? Surtout que ces parlementaires ne sont pas partis aux élections par eux-mêmes. C'était par une décision du parti au Congrès. Et la plupart, presque tous, le parti n'a sorti aucun sou pour eux. Et il y en a qui ont vendu leurs parcelles, il y en a qui sont endettés, et ces gens-là, ils sont élus par le peuple. Et on arrive un matin pour dire, non, ils ne peuvent pas aller. Non. Est-ce que le parti avait les moyens pour rembourser tout ce qu'ils avaient dépensé? Nous nous sommes décidés, en fait, d'aller siéger. Et cela est soutenu par le fait que le mandat du député, c'est un mandat qui est non impératif. Et donc, bien sûr que nous avons été élus sous les labels de l'IDPS, mais les voix que nous avons eues, ce ne sont pas des voix qui sont venues seulement du fait que nous sommes de l'IDPS. Il y a des gens qui nous ont élus du fait que ce sont des frères, d'autres parce que nous leur avons rendu socialement service, d'autres parce que ce sont des membres des églises où nous côtoyons, voilà. Étienne Tshisekedi ne nous avait pas interdit de siéger. Il nous avait répondu très clairement en disant que chacun fasse selon sa conscience. Et moi, j'avais ma conscience pour moi. Je respectais donc le choix de mes électeurs. Je n'avais pas envie de les décevoir, de les abandonner, encore moins de les trahir. C'est une première expérience à l'UDPS. C'est la première fois qu'on va à des élections, qu'on a des élus, lesquels ne doivent pas siéger ou doivent siéger, etc. Pour autant, les députés ayant résolu de siéger ne seront jamais exclus de l'UDPS. La déclaration politique, ce n'est pas un acte juridique. Parmi les griefs qui étaient reprochés à Mobutu, il y avait le fait que la parole de Mobutu avait force de loi. Quand vous me dites aujourd'hui que parce que le président Tshisekedi a dit, moi je regrette, je ne peux pas croire que nous soyons nous-mêmes en train de faire ce que nous avons reproché à Mobutu. Je suis sorti du moule Tshisekedi. Et il m'a toujours dit, Kapambou, ne faites pas de moi un autre Mobutu. Il faut une décision telle que c'est prévu par nos statuts. Parce que les statuts disent que c'est le président du parti qui a le pouvoir de nommer, de révoquer. Et dans nos statuts, il n'y a pas une sanction qui s'appelle auto-exclusion. L'auto-exclusion à l'UDPS n'a jamais existé. On ne trouve ce mot dans aucun des textes de l'UDPS, ni dans le règlement intérieur et encore moins dans les statuts. Pour moi, ils sont toujours membres du parti, sauf si, évidemment, ils en font la déclaration contraire. Les cas où un membre perd sa qualité de membre, c'est soit par démission volontaire, soit par empêchement définitif, soit par la sanction d'exclusion.
le président du parti prenait toujours une décision d'exclusion. Nous avons vécu ces cas-là à l'époque avec Freddy Kibasa Maliba, avec Kyungu, avec Birindwa, avec tant d'autres. Mais pour ce qui est des députés, Tshisekedi n'a jamais pris une décision d'exclusion. Et d'ailleurs, après nous, il a même exclu les 4 présidents des fédérations de Kinshasa. Et là, c'était clair, une décision avait été prise. Débute ainsi un nouveau combat d'opposition contre le régime, au sein même des institutions. Premier groupe parlementaire de l'opposition à la Chambre basse, le groupe parlementaire UDPS et alliés choisit alors Sami Badibanga comme président. C'est lui qui nous a conduits auprès du président Etienne Tshisekedi. Sami Badibanga, c'est quelqu'un, d'une manière générale, qui sait donner un coup d'avance à chaque fois que nous faisons les analyses. Il y avait de quoi que le président Etienne Tshisekedi le prenne comme son conseiller. Une occasion pour cet homme de se faire connaître du grand public, alors qu'il fait véritablement office de chef de l'opposition parlementaire congolaise. En effet, l'homme conduit le combat sur plusieurs fronts. Il s'engage d'abord pour la défense des droits de l'homme auprès du gouvernement en place. Il obtient notamment la libération de nombreux militants de l'UDPS emprisonnés. Certains d'entre eux étaient enfermés au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa depuis les élections de 2011. Sami Badibanga tente d'utiliser tous les relais diplomatiques et médiatiques disponibles au niveau international. À sa demande, François Hollande rencontre Etienne Tshisekedi lors du sommet de la francophonie le 13 octobre 2012. Il multiplie ensuite les courriers aux ambassades et les rencontres pour demander à la communauté internationale son attention et son soutien concernant la préparation des élections. Il s'entretient ainsi avec le sous-secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, David Gilmour, en marge du sommet Afrique-USA en août 2014. Il est reçu à New York par le cabinet du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon. Lors de chacune de ces rencontres, Sami Badibanga sensibilise au risque qu'entraînerait une éventuelle révision constitutionnelle en RDC. Il craint notamment que le pouvoir ne traîne les pieds afin de prolonger de fait le mandat du président Kabila. Il sait qu'après la date butoir du 30 septembre 2015, il ne sera plus possible d'organiser les élections locales, puis provinciales, et enfin présidentielles et législatives avant la fin 2016. Il propose alors de sacrifier les scrutins intermédiaires pour que la présidentielle ait lieu dans les temps. Auprès de tous ses interlocuteurs, Badibanga plaide aussi pour que la Commission électorale nationale indépendante réalise un nouveau recensement des électeurs, sans quoi les jeunes, 31% de l'électorat selon lui, seront privés de leur droit de vote en 2016. En février 2014, il en appelle à l'Union européenne lors d'une conférence au Parlement européen à l'invitation de plusieurs députés européens sociodémocrates et écologistes. Homme de négociation, Sami Badibanga est aussi un homme de terrain. Il sait mener le combat dans la rue lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. C'est ainsi que, en janvier 2015, il mobilise le peuple alors que le gouvernement souhaite faire passer un projet de loi électorale conditionnant les élections à l'organisation d'un recensement général de la population. Et pour la première fois dans l'histoire du Congo, l'opposition fait reculer un gouvernement en place. Et malgré les risques, Sami Badibanga prend lui-même la tête des manifestations en plein cœur de Kinshasa. L'anecdote, c'est que la manifestation, par exemple, du mois de janvier de l'année dernière a pu réussir grâce notamment au réseau de Sami Badibanga. Lorsqu'il n'avait pas été compris par le pouvoir en place à l'époque, c'est lui qui avait mobilisé la population, aux côtés ses autres camarades de l'opposition de l'époque, mais il avait été la tête du pont, c'est lui qui a lu le communiqué, qui appelait la population à manifester. C'est lui qui, par ses réseaux au sein de la jeunesse de l'UDPS, avait réussi à mobiliser la population pour ces marches
19 au 21 janvier 2015 qui avait fait reculer le pouvoir à l'époque. Et il faut insister sur le fait que, contrairement à d'autres qui appellent à des manifestations et disparaissent, Louis Samy Badibanga, il a pris part à cette marche-là. Pendant ce temps, son parti d'origine, l'UDPS, tente de décourager ces manifestations contre le pouvoir. La marche ou les manifestations de demain n'ont rien à voir avec l'UDPS. C'est au président Tshisekedi que nous obéissons. Nous n'allons donc pas obéir à quelqu'un d'autre qui nous demande de marcher demain. Et pour cause. Elle négocie un accord de partage du pouvoir pour une période de transition avec les autorités en place lors d'un sommet à Ibiza, en Espagne, et plus tard à Venise, en Italie. J'étais à Ibiza. Il avait été convenu que, compte tenu de l'impossibilité d'organiser les élections en 2016, le président Kabila restait. Mais que le Parlement, avec les deux chambres, tombait. La Cour constitutionnelle tombait. La CENI tombait. La territoriale tombait jusqu'en bas. On ouvrait une transition, un peu comme après la conférence nationale souveraine, un peu comme après Sun City, pour qu'il y ait une transition apaisée, des élections plus apaisées encore, plus crédibles. C'était ça. Rapidement conscient que le gouvernement ne pourra pas organiser les élections présidentielles et législatives au cours de l'année 2016, le président du groupe parlementaire UDPS et alliés opte alors pour le dialogue constructif avec le régime afin de trouver, par des voies pacifiques, le cadre d'organisation d'élections crédibles dans un délai suffisamment court. Il était clair que on allait tomber dans un imbroglio, que ça allait être difficile d'avoir des élections à la fin de ce mandat de 2015. Et donc il était dans l'intérêt de l'UDPS de négocier. Je pense que l'UDPS a toujours joué la carte de l'affrontement et de la rupture. L'affrontement et la rupture n'a jamais été une bonne chose pour arriver à conquérir le pouvoir. Mais moi, j'étais plutôt pour des négociations positives et pour une amélioration progressive de la situation. Et encore une fois, sans se mettre en marge. Et donc, je pensais qu'il était préférable d'engager ces discussions très tôt. La voie la plus logique, la plus réaliste, était d'aller au dialoguer pour voir comment fixer la date des élections, comment obtenir la séquence des élections, comment traiter finalement les dossiers des fichiers électoraux qu'on n'arrive jamais à saisir. Curieusement, les mêmes qui avaient opté pour le dialogue avec le pouvoir se rebiffent et choisissent alors la voie de l'affrontement. Les manifestations à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays feront alors de nombreuses victimes. Et suite à cela, la communauté internationale a évalué les rapports des forces et a dit que plus question qu'il y ait des morts d'hommes comme on a connu les 19 et les 20 septembre. En plus, ils nous ont obligés de négocier absolument. En d'autres termes, la communauté internationale n'était plus d'accord avec la confrontation. La communauté internationale préconisait la cohabitation. Malheureusement, à l'intérieur de l'UDPS, il y avait deux camps antagonistes, le camp de la cohabitation et le camp de la confrontation. Je savais déjà que la confrontation n'allait pas avoir lieu, étant donné que la communauté internationale faisait des pressions énormes pour que cette confrontation n'ait pas lieu. C'est grâce à ce dialogue qui a donné naissance à l'accord du 18 octobre 2016 que nous avons évité un bain de sang en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas l'oublier. Plus tard, les amis qui voulaient de la confrontation, ils ont fini par accepter un dialogue sous les bons offices de la conférence épiscopale du Congo. Mais le résultat est le même puisque nous avons tous abandonné la voie de la confrontation pour privilégier la cohabitation. La preuve, c'est que après l'accord de la Saint-Sylvestre, il est prévu que c'est toujours le même président Kabila
qui nommerait le Premier ministre issu de l'opposition. À l'issue du dialogue national inclusif organisé dans la capitale, sous la houlette du facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, Samy Badibanga est finalement désigné Premier ministre de transition. Pour les partisans de l'affrontement, il fait alors figure de traître. Vous savez que ça nous fait rire quand on parle du mot traître, parce que c'est un mot que l'on prend à la légère. Quand vous avez dans une classe des élèves, il y en a qui comprennent très vite, mais il y en a qui ne comprennent jamais. Et ces traînards-là ont toujours tendance à mépriser ceux qui ont compris très tôt. Et dans le cas d'espèce, on nous a traités de traîtres alors que nous ne le sommes pas, puisque eux aussi, ils suivent le même chemin que nous. Et qui est traître dans tout ça? L'histoire retiendra pourtant que les mêmes qui l'accusent de traîtrise vont finalement se résoudre à dialoguer avec le pouvoir en place et exiger à leur tour le poste de Premier ministre. Le 22 décembre 2016, le gouvernement Badibanga est investi à l'unanimité par l'Assemblée nationale moins une abstention, une exception dans l'histoire congolaise. Dans son discours programme, le nouveau Premier ministre partage sa vision d'une nouvelle gouvernance et offre une ambition pour le pays qui séduit les députés. Nous, députés nationaux membres du groupe parlementaire UDPS et alliés, avons appris avec satisfaction la nomination de l'honorable Samy Badibanga Ntita au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous pensons que l'opposition a trouvé son compte à travers cette nomination. Il est là pour combattre l'ennemi numéro 1 du peuple congolais, c'est-à-dire la misère, c'est-à-dire la pauvreté, c'est-à-dire le chômage. Il est là pour apporter des solutions aux problèmes qui sont les nôtres et bien entendu, pouvoir organiser les élections. Et aussi et surtout s'occuper du social du peuple congolais. Je demande à mon Dieu de les soutenir, de les garder encore plus longtemps. On a sorti un accord politique. Dans l'accord politique, il y avait un chef de la majorité présidentielle, qui était le chef de l'État. Il y avait un chef de l'opposition, qui était le Premier ministre. Donc là, on s'est retrouvé avec le président de la République, Joseph Kabila, et le Premier ministre issu de l'opposition politique, Samy Badibanga. Donc il y a deux leaders en ce moment-là pour conduire le pays pendant cette période conformément aux accords du 18 octobre. Samy Badibanga hérite d'une situation économique catastrophique. Tous les clignotants sont au rouge. Tout le monde sait qu'il y a baisse drastique de l'activité économique due essentiellement à cette baisse des cours de nos principaux produits que nous exportons, les produits miniers et les produits pétroliers, de 9,5% de croissance économique en 2014. Nous passons à 6,9% en 2015 et 2016, nous passons à 2,4%. C'est vous dire l'importance de la baisse de l'activité économique. Fatalement, lorsque l'inflation augmente, il y a un impact sur le pouvoir d'achat de la population. Ancien vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba admet que la situation que connaît le pays est la conséquence des mauvais choix du gouvernement précédent. Mais Samy Badibanga, le pragmatique, ne baisse pas les bras. Bien au contraire. À commencer par les finances publiques. À peine installé à la primature, il préside plusieurs séances de travail avec le ministre des Finances et les directeurs généraux des régies financières et établit un contrat de performance avec chacune d'elles. Dans le même temps, il met en place une rigoureuse discipline financière et mène une lutte sans merci contre la fraude. Par voie de conséquence, dès janvier 2017, à savoir le premier mois d'exercice, le gouvernement réalise des marges de trésorerie remarquables. Fin avril, le total de marge positive se chiffre à 52 milliards de francs congolais. On avait d'abord la mission de pouvoir stabiliser les finances publiques. On avait trouvé un déficit de 515 milliards qu'on a ramené à 503 milliards. Nous avons pu stabiliser le premier trimestre, c'est-à-dire le mois de janvier, février et mars, où nous avons pu faire des marges de 10 milliards de francs congolais.
Et on attendait donc de pouvoir déposer le budget, le projet de budget, pour doter ce pays d'un budget qui allait nous permettre de respecter les engagements qu'on avait pris lors de notre investiture. Le défi majeur de notre économie, surtout de l'État congolais, c'est la mobilisation des ressources sur le plan interne. Au seul dernier trimestre 2016, ce déficit se chiffre à 190 milliards. Donc, les problèmes, c'est d'abord inverser la courbe pour ne pas continuer à avoir des déficits et essayer de mobiliser des recettes. Et donc, nous trouvons des assignations qui avaient été faites aux régies. Notre problème, c'est d'abord permettre aux régies de mobiliser au-delà de ces assignations. Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le gouvernement procède à la contre-vérification des déclarations des opérateurs du secteur des télécommunications, ce qui permet un relèvement de ces déclarations de plus de 19 millions de dollars américains. 100 jours ne sont certes pas suffisants pour mener des actions de grande envergure dans un contexte aussi particulier et dans un pays aussi vaste. Mais ils permettent cependant de donner un cap. L'objectif principal de son gouvernement étant l'organisation des élections, Samy Badibanga s'y consacre pleinement. Il fallait quand même relever le défi des élections. Et nous étions prêts d'arriver à cette solution. Nous avons trouvé un budget mensuel qui était payé par le gouvernement de 18 milliards de francs congolais par mois. Nous l'avons ramené à 28 milliards de francs congolais. Et dans le projet de budget qu'on allait présenter à l'Assemblée nationale, il était prévu de passer à 50 milliards de francs congolais par mois, avec des pics durant tous les mois fiscaux de 100 milliards de francs congolais. L'objectif était d'atteindre les 750 millions de dollars nécessaires pour l'organisation de ces élections. Et donc, avec les fonds propres, on pourrait arriver à organiser les élections dans notre pays. Tout ce qui est budget apporté par la CENI pour pouvoir organiser les élections au 31 décembre 2017 avait été budgétisé. Et son Excellence a donné des instructions. Le budget CENI s'est chiffré à 764 millions de dollars américains. Et donc, vous retrouvez dans la rubrique CENI 10 045 milliards de CDF, dont 985 milliards en fonds propres qui représentaient les 764 millions de dollars américains de la CENI. Donc sur le plan de la budgétisation, pour traduire la volonté de pouvoir organiser les élections, ceci avait été bien traduit au niveau du projet budgétaire. Ces appuis budgétaires permettent l'enrôlement de plus de 22 millions de personnes sur les 40 millions attendus. Et le projet de budget prévoit l'organisation des 3 élections prévues pour l'année 2017, à savoir la présidentielle, les législatives nationales et les législatives provinciales. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement hérite également d'une situation extrêmement difficile. Les provinces du Tanganyika, où s'affrontent Pygmées et Bantous, du Nord Kivu, où a ressurgi la rébellion du M23, du Kasaï central, du Kasaï et du Kasaï oriental, où sévit la milice Kamwina Nsapu, sont à feu et à sang. Le Premier ministre s'attaque à tous ces foyers de tension avec succès. Sur le plan sécuritaire, nous avons pu empêcher le retour des M23 dans l'est de notre pays. Nous avons pu aussi calmer la déstabilisation ou les troubles qu'il y avait dans le Katanga, le Grand Katanga, entre les Bantous et les Pygmées. Et il nous restait cette question concernant les Kamwina Nsapu dans le Kasaï, ou je dirais même le Grand Kasaï. Mais là, c'est une question assez particulière. C'est une question concernant les arrêtés de nomination des chefs coutumiers qui a été très mal gérée. Et nous avons hérité de cette situation. Aujourd'hui, il y a un chef qui a été reconnu par toute la famille, qui a été installé. Sur le plan des infrastructures, on remarque la réhabilitation de nombreuses voies de communication, telles que la route Kinshasa-Matadi, coupée au niveau de Mitendi. Mais aussi le boulevard Triomphal, le pont Moleka, à Maloueka, à Kinshasa.
Nous avons pu financer l'OVD pour pouvoir établir les routes, notamment dans le Kasaï. Nous avons pu aussi financer l'Office des routes pour les mêmes questions. Je pars donc de la réparation de la route sur l'axe Kinshasa-Matadi, qui était complètement coupée et qui allait créer des grosses difficultés avec les importations qui viennent du port de Matadi. Le Premier ministre ne met pas le social. Le gouvernement vient au secours des victimes des pluies diluviennes qui ont affecté la ville de Boma, dans la province du Congo central, à Kinshasa et à Mbuji-Mayi. Il y a eu beaucoup de problèmes humanitaires. Nous avons pu intervenir à Boma, à Matadi, dans le Kasaï oriental particulièrement, et dans d'autres coins de la République. Nous avons dépensé près de 5 milliards de francs congolais pour pouvoir aider les familles qui se retrouvaient sans habitation. Le gouvernement Badibanga prévoyait aussi de réviser à la hausse de 10% les bas salaires des fonctionnaires, avant d'engager un dialogue social afin de mettre en place un nouveau barème salarial. Il fallait continuer à assurer le bien-être ou améliorer les conditions sociales de la population. Vous avez vu qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale des fonctionnaires, les projets étaient de prévoir 52,5 milliards de francs congolais pour pouvoir appuyer cette caisse. Bien entendu, la rémunération n'était pas en reste, parce qu'il fallait quand même, ne fût-ce que prévoir, même si les élections avaient pris une part importante, il fallait quand même penser aux fonctionnaires, et 10% d'augmentation des salaires avait été prévu pour essayer de soulager tant soit peu les problèmes sociaux de nos fonctionnaires et donc de la population. Avec la dépréciation monétaire, la baisse du volume des produits pétroliers importés ainsi que la prise en compte du prix frontière, les pétroliers distributeurs exigent une révision des prix à la hausse de 16%. Mais le gouvernement Badibanga décide d'engager avec eux des négociations serrées afin d'éviter une hausse de 5% et éviter une inflation des prix des transports et, par ricochet, de tous les biens de première nécessité. C'est là que le gouvernement est entré en négociation avec eux et le Premier ministre a dû présider 2 ou 3 réunions directement avec ces pétroliers. Et comment est-ce qu'on est arrivé à éviter cette augmentation de 16% qui devait amener le prix à l'ouest à 1980 francs de litre? On a demandé aux sociétés pétrolières comme aux sociétés de services de réduire leurs charges, de contracter leurs charges. C'est ce qui a amené que le prix n'augmente pas à ce qui était proposé au départ. Quand vous atteignez 5%, automatiquement, il y a un impact sur le prix du transport. Et quand les prix de transport augmentent, c'est tous les prix des produits qui augmentent aussi. C'était pour tenir compte du pouvoir d'achat de la population, pour tenir compte des effets de cette augmentation de prix sur le social, que le Premier ministre a tout fait, a pesé de son poids pour arriver à cette augmentation de moins de 5%, pour être plus précis, 4,9%. Une des mesures phares du gouvernement d'union nationale était d'assurer pour toutes les femmes un accouchement gratuit et la prise en charge des soins de santé des enfants de moins de 5 ans. Pour mieux s'imprégner de la réalité, Samy Badibanga effectue une tournée dans plusieurs hôpitaux de la capitale afin d'échanger avec les dirigeants, le personnel médical et les patients. Il débloque rapidement une somme d'argent importante pour épurer la facture concernant les soins de tous les enfants de moins de 5 ans et les accouchements non réglés. La mise en œuvre de la mesure de gratuité des accouchements et de prise en charge des soins de santé des enfants figurait dans le projet de budget 2017 déjà élaboré. On attendait donc de pouvoir déposer le projet de budget pour doter ce pays d'un budget qui allait nous permettre de respecter les engagements qu'on avait pris lors de notre investiture, notamment sur le plan social concernant les accouchements et les soins pour les enfants de moins de 5 ans. Il était prévu de mettre un fonds
de côté pour pouvoir résoudre la question. 50 milliards de francs congolais avaient été prévus pour faire face à ces projets qui devaient commencer par la ville de Kinshasa et s'étendre petit à petit au niveau de toute la République. Face à une baisse de l'activité en passe de ruiner les ports de Matadi et de Boma, Samy Badibanga décide de remonter à 20 ans l'âge des véhicules importés en RDC avec comme condition l'obtention d'un certificat de contrôle technique du pays d'embarquement. L'âge est un critère, mais ce n'est pas un critère déterminant. Le vrai critère déterminant, c'est l'état technique du véhicule. C'est-à-dire que tout véhicule qui devait être importé vers la RDC, quel que soit son âge, devrait subir un contrôle technique certifié par des organismes spécialisés, agréés par la République démocratique du Congo. Et cette maison spécialisée doit être une maison du pays d'origine du véhicule. Et quand ça arrive à la République démocratique du Congo, il y a l'Office congolais de contrôle qui est l'instrument par excellence du gouvernement qui procède au contrôle à l'arrivée, le contrôle technique. L'OGEFREM vit des importations et des exportations. Et donc une telle mesure est une mesure salutaire pour particulièrement nos collègues qui œuvrent au niveau du port de Boma, ou Boma qui est un port qui vit particulièrement de ces genres d'importation. Et le fait qu'il n'y avait plus suffisamment de mouvements à ce niveau-là, nos recettes ont également baissé. Quand ce décret a été signé, c'était un ouf de soulagement et nous ne pouvons pas aujourd'hui nier les efforts que le gouvernement vient de faire. Il y aura maintenant une grande quantité de véhicules qui pourront venir au port de Boma et ça permet à la DGDA de faire le travail et d'entrer davantage les recettes au niveau du trésor public. De même, un effort assidu est porté sur la sauvegarde de l'industrie nationale, notamment les cimenteries et les industries brassicoles, menacées par la concurrence déloyale, la fraude douanière et la contrebande due à l'importation de produits similaires de l'étranger et d'autres difficultés d'ordre divers. Le gouvernement a mis en place une commission interministérielle pour réfléchir sur cette question de protection de l'industrie locale, spécialement devant cette importation massive et deux fois incontrôlée des produits similaires qui venaient des pays frontaliers. On voit des produits de certains pays voisins être même vendus à des prix moindres que les produits locaux. Alors cette concurrence-là a fait que nos industries locales ont commencé à perdre. À ce jour, il y a même un projet d'arrêté interministériel pour voir comment est-ce qu'on peut protéger ces entreprises de ces importations. Parallèlement, Samy Badibanga n'a cessé d'être un fervent soutien du sport et de la culture. À peine installé à la primature, il s'est investi dans la préparation de l'équipe nationale de football, les Léopards, pour la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Gabon en 2016. Il s'agissait notamment d'offrir à l'équipe nationale congolaise les conditions optimales pour affronter au mieux la compétition. Le Premier ministre a également veillé à ce que les musiciens puissent recouvrir leurs droits d'auteur. Il a apporté son soutien dans ce domaine aux représentants des artistes musiciens congolais Verkis Kiamwangana et Jossar Nyokalongo. Il s'est aussi investi pour que le premier anniversaire de la mort de Papa Wemba se passe dans des bonnes conditions. Enfin, il a témoigné de son amitié au patriarche Simaro Lutumba, une des icônes historiques de la musique congolaise. Après 106 jours d'activité, il est aisé de constater que le gouvernement Badibanga a réussi à s'engager dans un véritable élan pour relever les différents défis qui se présentent à la RDC. Malheureusement, il n'a pas eu le temps nécessaire pour mettre à exécution son programme et son budget. Issu du parti de l'opposition historique radicale, mais homme à l'esprit modéré dont le sens de la conciliation pour le bien commun l'a poussé à travailler dans le cadre de l'union nationale avec le pouvoir en place, que va faire désormais Samy Badibanga? Comment va-t-il faire fructifier le Big Bang politique qu'il a initié et qui, sans doute, fera éclore de nouveaux hommes politiques? Je me définis comme
idéaliste ayant le sens des réalités et qui va toujours de l'avant. Progressiste et pragmatique, réussira-t-il à rassembler une majorité sociale au-delà des partis politiques? Seul l'avenir nous le dira. Source bibisa babola boué Asipi yango na beto ya bilobela Ba moni liki ba négligé soso Ba komisi mbuma ba fingi zete Mama maboti